Comment écrire peut nous aider à déplier nos nœuds internes, à trouver parfois des solutions, à mieux nous accueillir avec nos ressources et nos vulnérabilités, sans faux semblant, mais sans dramatisation non plus. Tout ça, on en parle aujourd'hui dans cet épisode de podcast, et puis je te partage par la même occasion mes pratiques d'écriture perso, qui ont parfois bougé d'ailleurs dans le temps pour m'accompagner dans mon propre travail personnel. C'est parti. Je suis Agathe Pingusson et je suis aussi psychologue, psychothérapeute, superviseuse, formatrice et créatrice de contenu autour de la psychologie, de la psychothérapie et de la santé mentale en général. Depuis 2015, mon métier de psychologue m'a amené à accompagner de multiples problématiques et situations de vie. Et depuis 2020, j'accompagne aussi les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ici, je vous partage mes réflexions autant entrepreneuriales, cliniques que quotidiennes autour de l'introspection, de l'évolution personnelle et professionnelle, de la complexité de l'expérience humaine, individuelle ou relationnelle. Mon intention est d'ouvrir des portes d'élaboration, de créer de la curiosité, de permettre des remises en question de nos idées reçues, de nos injonctions, de nos limitations ou encore de nos loyautés pour créer de l'espace à la nouveauté et à l'innovation, si petite soit-elle, dans nos vies de tous les jours. Si cela vous plaît, je vous invite à commenter les épisodes qui résonnent pour vous, à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin et à laisser une belle note pour soutenir le podcast des Dessous du Psy. Belle écoute. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nouveau d'écriture, mais d'un point de vue particulier, d'un point de vue perso. Parce que la semaine dernière, j'en ai parlé, mais d'un point de vue pro, d'un point de vue psy, comment on peut utiliser l'écriture au service de notre travail de thérapeute, de psychothérapeute, pour vraiment permettre un meilleur accompagnement avec les patients et puis un épanouissement aussi, pro. Mais là, j'ai envie de poursuivre cette réflexion, mais vraiment d'un point de vue uniquement personnel. Comment on peut utiliser l'écriture, qu'elle soit manuscrite, genre à la main, à l'ancienne entre guillemets, ou numériquement, sachant que j'ai testé les deux, mais je vais t'en parler au fur et à mesure de l'épisode, pour vraiment nous aider à mieux élaborer, mieux s'introspecter, je pourrais dire, mieux réguler ce qu'on a besoin de réguler, notamment au niveau émotionnel, au niveau relationnel, essayer de mieux comprendre ce qui se passe en nous et ce dont on a besoin, et puis bien évidemment comment on peut essayer de répondre à ces besoins qu'on peut identifier au fur et à mesure. Ça faisait un moment que j'avais envie de traiter de ce sujet parce que je trouve qu'on entend beaucoup parler de ces pratiques d'écriture, parfois de manière très juste, très nuancée, ce que j'apprécie, je suis quelqu'un qui aime la nuance, voilà. Mais parfois pas, des fois on entend des choses qui sont presque un peu caricaturales, ou qui sont des pratiques qui posent pas problème sur le papier, enfin théoriquement, mais en pratique, à l'appliquer dans une vie quotidienne où on travaille, où on a des choses à faire, où on a tout un tas d'émotions, de relations, 10 000 trucs, enfin une vie normale, j'ai envie de dire, ça peut poser plus de problèmes. Je pense par exemple à toutes ces pratiques de 3 pages par jour, morning page, de journaling un peu plus classique, mais où il faudrait qu'il y ait une régularité parce que soi-disant sinon ça sert à rien. C'est parce que tu fais de la quantité que du coup la qualité va venir de ce que t'écris, ce qui n'est pas totalement faux, mais ça on y reviendra. Mais c'est pas censé être, enfin je trouve que ça devrait pas être une quantité obligatoire, sous couvert de s'il n'y a pas l'obligation, si tu ne te tiens pas à un genre de discipline, de persévérance, du coup ça ne servirait à rien. Pour d'autres disciplines, comme par exemple la méditation, ça peut être un peu plus vrai, et encore, ça dépend si on est complètement débutant, ou là effectivement, si on le fait juste une fois dans notre vie, qu'on revient pas à la méditation, globalement ça sert un peu à rien. Mais ça devient moins vrai quand on a déjà une pratique méditative et qu'on y revient de temps en temps. Mais c'était un autre sujet que l'écriture, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Merci, Agathe qui digresse, tout le temps. Bref, donc je reviens au sujet de base qui est l'écriture. Et cet outil qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, parce que c'est vrai que ça fait partie des outils un peu phares du développement personnel, j'avais envie d'en parler pour vous donner un peu ma version à moi des choses, qui n'est pas la version universellement vraie, on est d'accord, c'est ma façon à moi d'aborder l'écriture,
à la fois dans ma pratique perso, dans ce que je peux proposer, inviter, partager aussi avec mes patients, et où ils me font des retours aussi sur ce qu'ils testent, de ce qu'on a pu se dire en séance, mais aussi de ce qu'ils vont chercher eux de leur côté. Et je trouve ça intéressant aussi, toute cette émulation là collective, on va dire, que je peux trouver aussi avec mes patients. Et du coup, je fais un peu le mash-up de tout ça pour faire cet épisode aujourd'hui. Donc sans plus attendre de cette longue introduction, rentrons dans le vif du sujet, si tu veux bien. Je vais commencer avec cette notion justement de régularité, de pratique. J'ai le mot pérenne qui me vient, mais c'est pas vraiment ça, mais vraiment dans cette idée qu'il faudrait avoir une routine très routinière, très régulière, sans perdre l'habitude d'écrire et de poser ses pensées sur du papier ou numériquement, peu importe. Je pourrais dire que, ici, là, que le journaling, que l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Mais ce serait faux. Ce serait faux parce que, certes, j'ai toujours aimé écrire. Je me souviens pas de moments où je n'ai pas aimé écrire, puis globalement, si j'avais pas envie d'écrire, j'écrivais pas, donc j'étais pas confrontée, je me suis jamais forcée, sauf peut-être une fois quand même, où j'avais essayé de rentrer dans le délire morning page, on écrit machin, ça m'a plu, allez, peut-être 1 semaine, 2 semaines, après ça m'a gavé, d'avoir ce truc très... il faut le faire. On sait pas pourquoi il faut le faire, mais il faut le faire. Et même si je m'étais un petit peu forcée dans la fin des 2 semaines de test, oui, ok, il y avait des choses intéressantes qui ressortaient, mais globalement, pas aussi intéressant que quand je suivais mon propre rythme à moi et mes propres intuitions. Donc ce truc de régularité, on l'entend parfois, pas toujours, hein, encore une fois, je ne fais que des coupes sur des petites choses que j'ai entendues pour permettre de structurer un petit peu cet épisode. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le message que je veux faire passer, je pense ici, par rapport à ce point-là, c'est de te permettre de rouvrir aussi des autorisations si c'est nécessaire pour toi, autour de, en fait, fais ce que tu sens juste pour toi au moment où tu le sens. Moi, perso, il y a des longues périodes, quand je dis longue période, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années, où je n'ai rien écrit, où j'ai pas couché sur papier ou sur ordi mes pensées, j'ai pas fait cette pratique là de journal de bord ou de journal intime, peu importe comment on l'appelle. Et ce n'est pas grave en soi, ça n'a pas changé le cours de ma vie, vraiment pas. Peut-être qu'il y a des moments où j'aurais pu en bénéficier, j'aurais pu bénéficier des apports, des bénéfices, bénéficier des bénéfices, merci, de cette pratique-là. Mais ma foi, il y avait d'autres choses qui m'ont donné d'autres bénéfices, il y avait d'autres choses qui se passaient qui fait que j'étais pas dispo, et c'est pas grave. Donc peut-être rouvrir sur cette autorisation, bon c'est un petit caillou dans la mare, si jamais ça résonne pour toi, tant mieux, sinon tu passes au point suivant, c'est totalement ok. Surtout que je me suis rendu compte, me concernant, donc peut-être que pareil ça te parlera, que quand je me mettais, parce que ça s'est arrivé quand même, quand je me mettais dans une espèce d'injonction interne de il faut que j'écrive, il faut que j'ai une pratique d'écriture pour attirer ce que je souhaite, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Ce terme étant intéressant d'ailleurs, hein, pourquoi il y aurait besoin de nettoyer, on n'est pas si sale que ça à l'intérieur, quoi. Mais bon, encore un autre sujet. Quand je faisais ça, quand je me mettais dans ces injonctions-là, souvent c'était justement après une période où j'avais pas beaucoup écrit, et où limite je me flagellais toute seule à me dire ah bah oui mais c'est pour ça que ça va pas, c'est parce que t'as pas écrit suffisamment, mais pas du tout en fait, c'était pas parce que j'avais pas écrit, c'est parce qu'il se passait des trucs qui faisaient que c'était complexe. Mais quoi qu'il en soit, quand je revenais dans cette pratique en disant bon voilà, maintenant tu reprends ton cahier, tu reprends ton stylo, ou tu te remets sur un ordinateur, peu importe, pour écrire ce que t'as à écrire, et ben là il y avait aussi beaucoup d'attentes, beaucoup trop d'attentes, et parfois des attentes un peu de réparation ou de solutions miracles qui n'existent pas. Enfin, les solutions miracles n'existent pas. La réparation peut exister, mais les solutions miracles n'existent pas. C'est juste un truc qui est très humain, et je sais pas s'il y a un mot pour ce biais cognitif-là, mais ça m'étonnerait pas. Parce qu'il y a plein de mots pour plein de biais cognitifs, mais ce truc de je veux croire à la baguette magique, je veux croire que ce protocole-là me permettra de réussir tout ce que j'ai pas réussi à faire. Bon, c'est encore un autre sujet, mais ça fait partie de ce qu'on peut mettre comme attente dans ces pratiques d'écriture, donc c'est pour ça que je le nomme. Et c'est un peu un piège dans lequel faut faire attention, et dans lequel je suis déjà tombée, mais en fait ça devient contre-productif par rapport à ce qu'on va écrire, par rapport à comment on va s'investir dedans,
Parce qu'à force d'avoir trop d'attentes, bah bien évidemment, on augmente le risque d'être déçu également, et du coup de pas profiter de l'expérience pour ce qu'elle est, c'est-à-dire juste une expérience, et pas une recette pour le résultat, qui serait, si on tire la métaphore, le plat. Le plat serait la réparation. Si vous me suivez dans cette métaphore, hyper bien choisie. Bon, on va laisser de côté cette métaphore. Mais voilà, c'était le premier point que je voulais aborder ici, c'est vraiment ce truc de s'autoriser à suivre son rythme. S'il y a des moments où t'as envie d'écrire, écris. Si t'as des moments où t'as pas envie d'écrire, n'écris pas. Ça m'est déjà arrivé quand même de me dire ok, là je sens que j'ai besoin d'écrire, même si j'ai perdu l'habitude, donc ça va me demander un effort de revenir à ce moment où je vais écrire, donc je me force un petit peu à prendre mon stylo, mon cahier, comme je disais tout à l'heure, mais en essayant de distinguer ce truc de ok, j'ai envie de prendre soin de moi. C'est un peu la même chose quand on se dit bon bah là j'ai envie de refaire du sport, ou là j'ai envie de reprendre un bouquin pour lire parce que j'ai pas lu depuis longtemps et ça me fait du bien, je sais que ça me fait du bien quand je le fais. Voilà, c'est vraiment ce truc de ok, je reprends la pratique pour la pratique en elle-même, mais pas pour le résultat nécessairement, même si on est d'accord, on pourra jamais distinguer vraiment à 100% les deux, il y aura toujours un petit peu d'attente, parce qu'on sait qu'on le fait, parce que ça nous fait du bien. Même quand on reprend un livre, on reprend un livre parce qu'on sait que ça va nous plaire, le fait de lire, parce qu'on aime être plongé dans un univers, sauf que bon bah si le livre est pourri par exemple, ça va pas donner le résultat, mais on sera quand même content d'avoir repris cette activité qui nous fait du bien. C'est la même chose pour l'écriture, ça va pas forcément être game changer là comme on dit tout le temps, à chaque fois qu'on écrit un truc, mais c'est le fait d'écrire. Et moi c'est vrai que j'aime beaucoup même le geste quoi, enfin le côté j'allais dire musculaire. Bon, on se muscle pas beaucoup quand on écrit, quoique on muscle certains muscles, mais j'aime bien le fait de se poser, de prendre un temps, de sentir le stylo glisser sur la feuille. C'est un côté très sensoriel que j'apprécie et que je t'invite à revaloriser aussi quand tu prends ce temps d'écriture. Alors moi quand je parle de sensorialité, je parle pas d'esthétisme parce que je sais qu'il y en a qui sont, et c'est trop cool en vrai hein, je trouve, quand il y a le côté esthétique aussi qui vient, de prendre des couleurs, de faire des petits dessins et tout. Bon moi je suis une brêle en dessin, donc je vais pas commencer à essayer de faire des dessins pourris dans mon journal, surtout que les cahiers que j'utilise, ils sont vraiment moches. Les couvertures sont jolies, mais l'intérieur, j'écris pour écrire. J'écris pas pour relire, j'écris pas pour montrer, j'écris pas pour regarder, même juste de moi à moi. Donc j'écris vraiment pour écrire, et le côté sensoriel, je le trouve dans le choix du stylo que je vais prendre. Un coup, ça va être un stylo plume, un coup, ça va être un feutre, un coup, ça va être un stylo bille tout classique, parce qu'en fonction de la sensation que j'ai envie d'avoir, que ça glisse plus ou moins, que ça accroche, que ça je sais pas comment je sais pas si c'est un nom, mais un peu cette sensation où quand on écrit puis après on tourne la page, ça fait un bruit spécifique quand le crayon s'est inscrit suffisamment dans la page et que ça fait comme des petits reliefs. C'est très précis, mais j'aime bien parfois, à certains moments, j'aime bien cette sensation, je recherche cette sensation. Je vais choisir mes cahiers aussi en fonction, mes carnets, en fonction du grammage du papier, de si c'est plus ou moins fin, et en fait ça va changer d'un carnet à l'autre. C'est pour ça que je prends pas des espèces de gros dicos là où on peut passer 3 ans dans le même carnet. J'aime bien changer de carnet régulièrement, donc je les prends plutôt fins, parce que je sais que je vais avoir envie de changer aussi ce grammage là, cette sensorialité là, et pour moi c'est déjà une façon de m'ancrer. Ce qui est un autre point que je voulais aborder, c'est au-delà de ce qui va pouvoir se passer dans l'écriture, dans ce qu'on va raconter vraiment contextuellement quoi, quand on écrit, il y a le côté pour moi très ancrage. Quand j'écris, même si le contenu de ce que j'écris, admettons, ne va rien m'apporter, parce que ça arrive de temps en temps, j'écris, ok, bon bah j'ai écrit aujourd'hui, super, top, on passe à autre chose, parce qu'il y a pas eu d'apport plus que ça, et ben il y aura quand même ce côté, c'est un temps pour moi que je prends, c'est un temps où je m'ancre, c'est un temps où je nourris ma sensorialité avec quelque chose qui me fait plaisir. Et déjà juste ça, je trouve que ça a une très chouette valeur en tant que telle. Voilà. Donc s'il y en a qui ont envie d'explorer ça, après si vous êtes sur la team esthétique, ah bah là vous avez encore plus de possibilités
que moi j'imagine, avec les couleurs qu'on choisit, avec des pastels, si vous faites juste des trucs graphiques ou si vous faites aussi du dessin, enfin bon, après les possibilités sont infinies. Moi j'ai juste comment on va dire, c'est pas un bémol mais une vigilance à garder que j'ai envie de te transmettre quand il y a l'esthétique qui rentre en jeu, en compte. Faire attention, alors ça dépend en fait de ce que tu attends de ta pratique d'écriture, mais si dans ta pratique d'écriture comme ce que moi je fais perso, j'attends de cette pratique d'une qu'elle m'ancre, de deux qu'elle me nourrisse comme ça au niveau sensoriel, et de trois que ça me fasse bosser, parce que c'est tout le sujet aussi de cette pratique, c'est que ça me fasse bosser, que je travaille sur moi, que j'avance comme ça dans mon cheminement personnel, avec ce côté élaboration, introspection. Si on a envie d'avoir ça comme but, comme axe dans notre pratique d'écriture, effectivement le côté esthétique peut parfois soit freiner ce travail d'introspection, d'élaboration, parce qu'on va se focus un peu sur l'esthétisme, et des fois même l'esthétisme prend le dessus devient plus important par rapport à ce côté introspection, élaboration, travail sur soi. Et ça peut soit faire diversion, donc on va plus prendre de temps à rendre le carnet joli qu'à le rendre fonctionnel. Et j'ai déjà entendu des patients, notamment, surtout des patients, parce qu'en fait c'est surtout avec eux que je parle d'écriture, il me semble. Non, peut-être que j'ai eu des amis aussi. Bon bref, on s'en fout. Mais j'ai déjà entendu des gens qui se retrouvaient un peu bloqués comme ça. Par exemple, un jour, ces personnes-là voulaient écrire quelque chose, travailler quelque chose, déposer quelque chose dans leur carnet, et ne le faisaient pas par manque de temps au niveau esthétique, pas au niveau fonctionnel. Donc ils avaient potentiellement le temps d'écrire, même si ça allait être moche, parce que, je sais pas mis en page, pas de couleur, voilà. Mais ils ont pas passé le cap, ils se sont pas mis en action, parce que ils avaient pas le temps, à ce moment-là, de soigner la mise en page, les couleurs, voilà, toute la mise en scène, en fait, de leur carnet. Et ça, je trouve ça très 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 dommage, parce que du coup, ça veut dire qu'on va se mettre dans une pratique d'écriture que quand on a suffisamment de temps, et donc j'ai même envie de dire qu'on est suffisamment l'esprit disponible et, j'allais dire éclairé, clarifié, pour se sentir dispo pour de la création, pour de la créativité. Et je trouve, alors c'est pas du 100% vrai ce que je vais dire là, mais je trouve qu'il y a quand même un lien avec si je suis suffisamment bien dans ma tête, en gros, si je suis pas trop parasitée, la créativité peut venir. Mais ça se retrouve aussi dans la théorie des émotions de base, notamment qu'on explore dans le programme émotionnel pour les particuliers et dans la formation émotion pour les professionnels. Ce lien entre créativité et régulation émotionnelle, elle existe neuronalement, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est vraiment, on le voit en IRM fonctionnel, c'est corrélé, c'est-à-dire que si on est trop dysrégulé sur certaines émotions de base, notamment là je pense au play, je pense au seeking, qui sont les deux moteurs, on va dire, de notre créativité. Si ces deux émotions-là sont dysrégulées, on va avoir beaucoup de mal à être dans de la créativité, dans de la création, donc on va avoir du mal à se dire ok, là je me sens dispo pour soigner mon carnet, pour qu'il soit joli et que j'écrive ce que j'ai envie de dire. Donc du coup, si on le fait pas, ça veut dire qu'on s'empêche aussi d'avoir un moment de régulation sur ces émotions-là qui nous traversent, c'est dommage. Mais au-delà de ces deux émotions motrices un peu pour la créativité, il y a aussi toutes les autres émotions de base qui, si elles sont dysrégulées, même si elles impliquent pas directement la créativité et notre disponibilité à la création, vont aussi générer des sortes de, je vais dire, de parasites ou de... j'ai l'image de la télé là avec la neige. Ce sera pas disponible pour qu'on pense clairement et puis qu'on se sente dispo pour faire un truc joli. Alors que, à mon sens, c'est ça qui fait qu'on a besoin d'aller poser des choses, d'aller écrire, d'utiliser l'écriture pour se réguler. Il y a d'autres façons de se réguler. Je suis pas en train de dire que l'écriture c'est le truc qui va nous permettre absolument de se réguler et que tout le reste marcherait pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout. D'ailleurs, dans le programme émotionnel, il y a une 50aine d'activités de régulation émotionnelle. Elles ne passent pas du tout, toutes, par l'écriture. J'ai pas compté, mais je pense qu'il y a certaines choses que j'ancre dans le workbook
par l'écriture pour faire une trace, mais la plupart ne passent pas par l'écriture en réalité. C'est des expériences à faire dans la vie de tous les jours, en fait. Parce que c'est dans la vie de tous les jours qu'on ressent les émotions, puis qu'on se dysrégule ou qu'on peut se réguler. Bref. Donc je trouve que le fait d'avoir un côté esthétique qui prend le dessus, bah des fois c'est dommage parce que ça retire en fait tout l'intérêt que je vois moi autour de cette pratique d'écriture, au service d'une régulation émotionnelle notamment, relationnelle, etc. Donc ça c'était un autre point. Après j'avais des petites idées comme ça que j'avais envie de te transmettre, sans forcément y passer 3 ans, mais je vais essayer parce que bon, le côté synthétique c'est pas forcément mon fort. Mais ce que je trouve hyper intéressant et ce qui donne toute sa saveur à l'écriture thérapeutique, on va dire, ou en tout cas la fonction thérapeutique que l'écriture peut avoir en elle-même, c'est déjà tout bêtement que la pensée peut ralentir quand on écrit. Parce que neuronalement, et j'ai envie de dire physiologiquement, on n'écrit pas aussi vite qu'on ne pense. Donc on écrit plus lentement que notre pensée se déroule. Ce qui veut dire que quand tu prends le temps d'écrire, ta pensée va être obligée de ralentir un peu pour attendre que tu finisses d'écrire une phrase pour en écrire une autre. Et en même temps, il y a tout un jeu de, pendant que t'écris, tu vois que tu écris ta pensée qui s'est déjà formée avant que tu l'écrives, hein, sinon tu serais pas capable de l'écrire, en fait. Mais t'as déjà ta pensée est déjà en train de construire la phrase d'après, et en même temps, elle peut pas construire les 5, 6, 10 phrases suivantes, parce que sinon t'as pas le temps d'écrire et de retenir. C'est un peu le délire de la dictée, quoi. Si on va trop vite, on n'a pas le temps d'écrire. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que du coup, quand la pensée ralentit, tu commences aussi à pouvoir plus sentir ce qui se passe. Parce que ça, neuronalement, c'est aussi quelque chose qu'on sait. La pensée va plus vite que la sensation. Donc la pensée va plus vite que ton écriture, mais la pensée va aussi plus vite que ta sensation. Ce qui fait que quand on pense très vite, oui, quand on s'emballe un petit peu au niveau cognitif, qu'on a plein de pensées qui se bousculent, on retrouve ça beaucoup dans l'anxiété. Alors l'anxiété c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de sensations qui viennent se coller aussi aux pensées, mais de manière générale, on voit ça des fois dans les séances, donc s'il y a des psys qui écoutent cet épisode, dans les séances avec des patients qui parlent, on a beaucoup de mal, nous, à en caser une, entre guillemets, parce que le patient parle avec un débit parfois très rapide, parfois très fort aussi en termes de volume, et en fait ça sature l'espace sensoriel, ça sature l'espace tout court en fait, et ça empêche, mais il y a une fonction protectrice là-dedans, mais ça empêche le patient de sentir ce qu'il pourrait ressentir par rapport éventuellement aux phrases, aux pensées qu'il est en train de formuler. Donc en séance à haute voix, mais quand on écrit, ça peut être dans nos têtes, hein, bien sûr. Et ça lui permet de pas se connecter et de pas contacter des choses qui peuvent être un peu plus compliquées pour lui à accueillir, à regarder en face, entre guillemets, à réguler, etc. Alors que c'est ça qui a besoin d'être fait, hein, pour qu'on soit dans une logique plus thérapeutique, dans une logique plus de travail sur soi. Donc l'intérêt majeur, j'ai envie de dire, de l'écriture, pour moi, enfin selon moi, c'est vraiment ce côté, ça va nous obliger à ralentir. Ça va nous obliger à ralentir, à voir visuellement aussi ce qu'on écrit, donc ce qu'on a pensé, et à rattacher ça à nos sensations. Parce que c'est à partir de ça qu'on peut réguler, hein. Si on est complètement déconnecté de nos sensations, on va pouvoir écrire des très beaux textes, peut-être, parce que ce sera très intellectualisé, mais il y a rien qui va vraiment changer, il y a rien qui va pouvoir s'intégrer de nouveau. Il y a des solutions parfois qui peuvent émerger parce que c'est du pragmatisme, mais ça va pas forcément répondre aux besoins émotionnels, et donc la même tourmente reviendra plus tard. Le fait d'avoir le temps comme ça de voir ce qu'on écrit, donc de voir ce qu'il y avait dans notre tête, ça nous permet d'ouvrir aussi de nouvelles perspectives, peut-être de se rendre compte des fois de le voir noir sur blanc, ça prend un poids différent, ça a un impact différent de quand on le pense et puis que hop, on laisse la pensée passer parce que c'est un peu perturbant, parce que c'est un peu gênant, parce qu'on a un peu honte, parce que on sait pas quoi en faire de cette pensée, donc hop, on la laisse passer, et puis après ça tombe un peu dans l'oubli jusqu'à ce que ça revienne et qu'on fasse la même chose. Donc là, quand on l'écrit, noir sur blanc, voilà, il y a des choses qui peuvent prendre plus de poids, plus de sérieux, plus de réalité tangible dans notre réalité subjective. C'est beau ça, plus de réalité tangible dans notre réalité subjective. Je trouve que l'écriture, le fait d'écrire, ça permet aussi d'exercer notre flexibilité.
Bon, ça c'est ce que je disais aussi en lien avec le début de l'épisode, c'est sur la régularité, donc je ne m'impose rien, pas de journaling tous les jours, je le fais quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, etc. Mais flexibilité aussi dans l'écriture même, dans ce qu'on va... Alors ça va aussi du crayon que tu vas utiliser, comme je disais tout à l'heure, moi il y a le côté sensoriel, mais c'est pas pour rien que j'utilise un crayon plutôt qu'un autre, même si je sais pas pourquoi au début. Quand je choisis mon crayon, c'est vraiment intuitif. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'un gros feutre bien noir? Est-ce que j'ai envie d'un crayon à papier? Bon, crayon à papier, je le fais très rarement. Mais est-ce que j'ai envie d'un stylo bille avec une pointe très acérée qui va creuser un petit peu comme ça le papier? Ou que je prends un truc qui va vraiment glisser, genre stylo plume, ça glisse, ça laisse pas de traces entre guillemets sur le papier. Enfin, à part l'encre, mais y a pas de poids. Ça... Des fois, je le comprends pendant que j'écris, des fois, je le comprends pas, puis du coup, je dis, ok, c'est juste au niveau sensoriel, j'avais envie de ça. Mais des fois, ça a un vrai sens avec ce que tu traverses. Souvent, ça a un vrai sens avec ce que tu traverses. Et cette flexibilité, là, de se donner le droit de changer d'outil, de pas trop ritualiser de manière rigide, ça te permet aussi d'avoir des infos, en fait. C'est, ok, pourquoi là, j'ai envie d'avoir un truc bien fat avec un gros feutre? Est-ce que ça parle de quelque chose de ce que j'expérimente aujourd'hui? Si oui, comment? Genre, alors on va faire un peu psychologie de comptoir, hein, donc parce que c'est très généralisé, faudra affiner avec ce que toi tu ressens à ce moment-là, ce que tu traverses précisément. Mais ça peut être, si j'ai envie d'un truc bien fat là, qui se voit bien, qui soit bien noir, machin. Est-ce que j'ai besoin de prendre plus de place? Est-ce que j'ai l'impression d'être un peu restreinte dans mes possibilités, dans ce que je veux faire, mais est-ce qu'il y a de l'impuissance et que j'ai envie de compenser ça un petit peu avec un gros truc bien visible? Est-ce que si au contraire je veux créer un peu d'aspérité sur le papier en creusant un peu le papier parce que j'utilise un stylo bille qui va plus appuyer avec un poids comme ça, est-ce que j'ai de la colère? Bon, j'avais prévenu, hein, psychologie de comptoir. Faut pas le prendre comme un dictionnaire universel, genre tu fais des trous dans ta feuille, du coup t'es en colère. Bon, si tu fais un trou, on peut se dire que quand même t'es un peu en colère. Mais si c'est juste pour le côté sensoriel, c'est pas obligatoirement que t'es en colère. Mais il peut y avoir ce truc de qu'est-ce que j'ai besoin d'ancrer suffisamment dans la matière, qu'est-ce que j'ai besoin de créer aussi, que j'arrive pas peut-être à créer tout de suite, ou que je suis dans cette énergie là de matérialisation. Est-ce que déjà c'est un peu éloigné de la colère, même si pour ceux qui ont fait le programme émotionnel ou la formation émotion, peut-être qu'ils auront fait les liens là entre le système rage, donc la colère, et ce côté affirmation de soi, ce côté dépassement des obstacles au seeking, donc à notre élan vital, à nos projets. Le rage sert à ça aussi, il nous sert à continuer, à rester persévérant, à avoir suffisamment confiance en nous. Et du coup, il peut y avoir ce lien-là aussi. Tiens, ok, il y a mon système rage qui s'active et qui est bien présent au service de mon élan vital. Et c'est pas toujours je suis en colère, donc j'ai un problème de colère, ou donc, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais genre, c'est pas normal. Ça peut être totalement sain, totalement fonctionnel et totalement normal aussi d'avoir ce système colère qui rentre en jeu. Ce côté de flexibilité, je trouve qu'on le retrouve, enfin moi je le laisse aussi exister au-delà du stylo que j'utilise. Alors qu'on retrouve moins quand on est en numérique, même si on peut s'amuser avec les polices, mais en général on le fait moins. C'est plus, voilà, on tape avec la police qui est prévue. C'est pour ça que j'aime bien le côté papier et que j'y suis revenue à ce côté papier, parce que ce que je vais te dire juste après ne peut pas exister en numérique, ce n'est pas possible. Autant le côté police, ouais, ok, tu peux avoir un truc, est-ce que tu mets du gras, est-ce que machin, mais c'est souvent après, quoi, t'écris et après tu fais la police, ce qui est pas le cas de quand t'écris manuscritement. Et du coup, ce que je rajoutais avec cette notion de flexibilité, c'est que moi quand j'écris, par exemple, je sais pas, je me pose et puis je peux écrire une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Des fois j'écris 6 pages, je suis en mode full inspiration ou full besoin de déposer. Mais du coup, peu importe le nombre de pages que j'écris, au cours des pages, au cours des lignes que j'écris, mon écriture ne va pas forcément être la même. Des fois c'est la même, du début jusqu'à la fin. En général, c'est des moments où je suis plutôt équilibrée, où j'ai juste envie de creuser un truc, mais je suis ok à l'intérieur de moi. Il y a pas de, alors j'allais dire de tempête. C'est pas nécessairement des tempêtes émotionnelles, mais il y a pas d'activation émotionnelle qui a besoin d'être régulée à ce moment-là, même si elle est pas suractivée ou sous-activée, hein, mais juste voilà, il y a rien de spécifique qui a besoin d'être répondu d'une manière plus ou moins urgente. Donc là, l'écriture va pas trop changer.
Mais si je traverse un truc qui me gêne, qui m'emmerde, qui revient et que ça me saoule, que ça revient, que ce soit des croyances limitantes, des schémas dysfonctionnels, des régulations émotionnelles bien évidemment qui ont besoin d'être faites, et bien là je vais laisser vraiment ma main et mon geste graphique se modifier en cours de route, parce que ça, je sais que ça va me donner beaucoup d'informations aussi. Et c'est du temps réel, hein, parce que je vois le truc qui... Genre, je pars, je suis plutôt calme, par exemple, dans mon écriture, j'arrive à me relire totalement, je sais ce que j'écris et tout. Enfin, je sais toujours ce que j'écris, mais... Voilà, je sais comment j'écris. Et puis, l'émotion me traversant avec ce que j'écris, avec le contenu de ce que j'écris, je laisse comme ça l'émotion se traduire dans mon geste. Donc, je vais faire pareil, psychologie de comptoir, même si là, ça me concerne plus moi. Il y aura peut-être d'autres manifestations chez toi en fonction de comment tu exprimes tes émotions. Mais je sais que, par exemple, quand j'ai de la colère et que... je la laisse s'exprimer dans mon geste graphique, eh bien c'est possible que je commence à avoir une écriture un peu erratique. Alors c'est marrant parce que selon la colère, selon le sujet de la colère, selon les besoins de régulation aussi qui vont advenir, qui vont se déplier devant moi, mon écriture va pas être la même. Pourtant c'est de la colère aussi, la racine peut être la même, mais le geste va pas être le même. Je peux des fois avoir des écritures très angulaires. Ça se dit ? Anguleuse ? Angulaire ? Avec beaucoup d'angles. Où vraiment, y a plus aucune rondeur. D'ailleurs, j'ai du mal à me relire à ce moment-là. Avec des traits qui sont beaucoup plus lancés, donc des longs et grands traits, alors que j'ai une écriture qui prend de la place, mais qui est pas excessivement imposante non plus. Je suis pas patte de mouche, mais je suis pas... je m'étale partout sur la page, quoi. Mais alors quand il y a de la colère, ouais, je peux faire des espèces d'envolées lyriques, là, en mode, allez, je fais un très grand T qui va jusqu'au bout de la page. Non, j'exagère. Mais qui peut dépasser sur plusieurs lignes. Et du coup, il y a des chevauchements comme ça qui peuvent arriver entre les lignes. Ça, je regarde. Mais des fois, je suis aussi en colère, mais sur un autre sujet, sur autre chose qui m'active, et ça va pas se traduire par des grands traits comme ça, mais ça va se traduire par genre je fais des points ou c'est des tirets en fait. Alors c'est un genre de grands traits, mais plus horizontal on va dire que vertical. Ça peut être aussi un peu plus anguleux peut-être, mais moins caricatural que ce que je viens de dire tout à l'heure. Des fois c'est étrange, enfin c'est étrange. Je dis que c'est étrange parce que je me réfère à mes cours de graphologie quand j'étais en première année de psycho et ça correspond pas trop, mais parce que bon la graphologie c'est pas une science ni exacte ni prouvée, donc faut faire attention. C'est pour ça que je te dis qu'il peut y avoir différentes façons de retrouver dans l'écriture une émotion. Donc faut pas faire trop de raccourcis ou de généralisation, parce que du coup le paradoxalement c'est que ça va pas normalement dans ce qu'on peut voir dans l'écriture, mais des fois je suis en colère et en fait je vais accentuer les ronds. Ronds qui normalement en termes de graphologie ne correspondent pas à un truc d'indépendance, de colère, de machin. Mais là, j'accentue les ronds un peu comme si je faisais des spirales. Alors ça devient illisible, mais vraiment, on a l'impression que je fais juste des ronds, quoi, limite. Mais des fois, ça se traduit comme ça. Donc pas vraiment sur des trucs angulaires, mais sur des trucs beaucoup plus un peu en mode vortex, quoi. Et des fois, ça peut m'évoquer un sentiment que je peux avoir de me retrouver comme ça, effectivement, dans un vortex, une espèce de tornade dans lequel j'arrive pas à sortir, et ça fait très cylindrique. Voilà. Bon, après, ça peut se décliner sur toutes les émotions, sur tous les moments de ta vie où il y a quelque chose qui va s'activer comme ça. Donc, je te laisse faire un petit peu tes observations, sachant que ça peut changer aussi d'une période de vie à une autre. Hein, donc, ne reste pas sur un truc figé, où si tu as des angles, ça veut dire que t'es en colère. Et puis laisse ton geste faire à ta place et pas ta tête te dire ok je suis en colère donc je vais faire des angles. Ça se trouve t'as pas besoin. Ça se trouve ton écriture ne va pas changer, c'est pas le cas tout le temps. Je trouve que cette flexibilité elle est intéressante aussi à observer, à regarder, d'une pour avoir un feedback de ok je me suis pas rendu compte que j'étais en colère mais là quand je regarde les dernières lignes que je ne peux pas trop relire et qu'il y a des petits indices, je me dis bon peut-être que finalement je suis plus en colère que ce que je pensais. Ça peut être un feedback comme ça, mais ça peut aussi faire partie d'une forme de régulation, d'une des étapes de régulation au niveau de l'expression, au niveau de la mise au monde, j'allais dire, enfin, de l'extériorisation. Des fois, ça va pas suffire, bien évidemment, mais ça fait partie des étapes de régulation qu'on peut mettre en place. Autre chose que j'avais envie de te partager par rapport à cette pratique de journaling, d'écriture. Alors j'en ai un petit peu parlé dans
une publication que j'ai fait là sur mes réseaux, la semaine dernière je crois, ou cette semaine, c'est de ne surtout pas t'interdire d'écrire des choses négatives. Parce que tu serais dans une idée qu'il faut se servir de l'écriture pour, je sais pas, te connecter uniquement à du positif, à de la gratitude, etc. Tu peux le faire, hein, y a aucun souci, moi je le fais aussi de temps en temps, je me dis ok, que ce soit pour ça que je prends mon carnet ou parce que ça vient quand j'écris, je peux me dire ok, de quoi je peux être fière aujourd'hui, ou aujourd'hui dans ma vie, ou aujourd'hui dans ma journée, qu'est-ce que j'ai réalisé qui était chouette, qu'est-ce que j'ai pensé, que j'ai bien aimé penser. Là je fais par rapport au travail des croyances limitantes, par exemple. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire qui m'anime, qui me rend plus vivante, qui me donne envie de me lever le matin. Enfin voilà, ça peut être ça. Pourquoi je suis reconnaissante, pour à quel sujet ou par rapport à quelle personne je peux me sentir en gratitude. Tout ça, c'est des pratiques qui sont cool. Hein. Il y a aucun souci avec ça. Je le pratique également. C'est très chouette et ça a beaucoup de vertus et de valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas tomber dans l'autre extrême et du coup de ne pas écrire tout le reste, tout ce qu'il y a à côté. C'est vraiment écrire les deux en fait. C'est pas choisir entre que du positif ou que du négatif. Parce que faire du dumping, c'est-à-dire vraiment laisser sa bombe émotionnelle sur le cahier, genre faire vraiment de la décharge en fait, hein, on va plutôt appeler ça de la décharge émotionnelle, ça j'en parle aussi dans le programme émotionnel, comment on peut faire la distinction entre est-ce que je suis en train de décharger émotionnellement. Alors ça peut soulager un petit peu sur le moment, mais ça ne sert à rien en termes de régulation émotionnelle, et en plus ça peut même rigidifier la dysrégulation, puisqu'en fait on va apprendre à notre système psychique que pour se réguler, c'est ça qu'il faut faire, c'est se décharger, et c'est tout, et on lui donne rien d'autre. Donc bah lui il va continuer, hein, comme un bon petit soldat, il va dire ok, bon là j'ai trop d'émotions, je décharge, et on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, bah, ça ne marche pas, ça revient, l'émotion commence à pourrir un petit peu, à devenir plus embêtante, et puis bon, bref. Je vais pas rentrer dans le sujet, là, de la régulation émotionnelle, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Et en soi, j'en parle en long, en large, en travers, et je t'accompagne dans cette régulation émotionnelle, dans le programme émotionnel. Et dans la formation émotion pour les pros qui veulent se former à ça. Bref, tout ça pour dire que faire que du dumping, que du je décharge sur mon cahier. Je vais être un peu tranchée, hein, mais pour moi ça sert à rien. Ça sert à rien non plus de faire ça. Ça va parfois renforcer, surtout dans les sujets de colère, dans les sujets d'angoisse. En tout cas quand ce que tu traverses tourne autour de ces sujets-là, tu risques plus de renforcer ta dysrégulation que de la faire évoluer. Si tu fais que du je décharge et c'est tout. Donc, ne pas t'interdire d'écrire des choses négatives, mais ne pas rester à juste de la décharge. J'écris ce qui me convient pas, j'écris comment je suis malheureux, combien je suis malheureux, pourquoi je suis dans une injustice, combien je suis impuissant, enfin voilà. Ça, ok, c'est ta première étape. Il faut pas la squeezer, mais elle est pas suffisante. Des fois, ça va rester là-dessus quand même, parce que pour X ou Y raison, c'est pas le jour, c'est pas le moment où tu arriveras à aller au-delà de la décharge. C'est ok. Il faut aussi s'autoriser, c'est un peu ce que je disais avec la flexibilité, il faut aussi s'autoriser à ce que ce soit pas tout le temps concluant. Il y a des sessions d'écriture où ça va rien donner, c'est pas grave. Le problème c'est si tu fais que ça tout le temps, et que tu n'as que des sessions d'écriture où tu ne fais que décharger, et où t'as aucun moyen, entre guillemets, ou aucune expérience d'une autre façon d'écrire, d'une autre façon de clôturer une session d'écriture. Quand je dis que ça peut donner autre chose, ça n'a pas besoin d'être genre illuminant, je sais pas si ça se dit, mais à chaque fois, t'as pas besoin d'avoir une révélation transcendante à chaque fois que t'écris. Ça n'arrivera pas de toute façon. Enfin, je veux dire, ça peut arriver de temps en temps, mais ça n'arrivera pas à chaque fois, c'est sûr. Mais en revanche, on peut s'attendre, et on devrait s'attendre, quand on utilise l'écriture comme ça dans un travail sur soi, à ce que soit la plupart, je dirais plus de 50% quand même, parce que si t'es à 50% je décharge, 50% il se passe quelque chose, le ratio il est ok mais il est un peu fragile. Si t'es à plus de 50% où il se passe quelque chose, et à moins de 50% où tu décharges, on va considérer que c'est ok. C'est l'équilibre de la vie, voilà, on va pas pouvoir s'attendre à ce que ce soit à chaque fois concluant. Mais l'idée c'est que quand même si tu prends du temps pour écrire et utiliser l'écriture pour ton travail sur toi, il faut que ce soit un peu rentable quoi, entre guillemets. Donc il faut que ce soit à plus de 50% intéressant. Et du coup ce que je nomme comme intéressant, ça va être est-ce que à la fin de ta session d'écriture, t'as des pensées un peu plus positives, mais pas juste des pensées intellectualisées. Est-ce que tu le ressens aussi dans ton corps? Est-ce que
entre le moment où tu as commencé l'écriture ou au milieu de ton écriture et la fin, est-ce que tu te sens dans un autre état émotionnel et pas juste, c'est là où c'est piégeant, mais et pas juste je me sens soulagée parce que j'ai fait de la décharge. Genre, alors c'est pas très beau comme image, mais je me souviens de mon superviseur qui utilisait cette image marquante, c'est est-ce que j'ai déposé mon petit caca? Et du coup je me sens plus libérée, plus légère, plus léger. Mais peut-être le caca il est pas très bien digéré. Ok, cette métaphore est horrible, donc on va passer vite à autre chose. Mais l'idée, c'est pas juste de ressentir le ok, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est bon, j'ai déposé ma valda et je peux continuer ma vie jusqu'à la prochaine fois. Mais c'est vraiment, est-ce que j'ai l'impression de sentir que par rapport au sujet qui m'activait avant ou pendant l'écriture, est-ce que je sens que ce sujet-là a commencé à se transformer un peu? Est-ce qu'il y a une pensée que je ne pouvais pas contacter avant, que là je me dis ok, pourquoi pas? Pourquoi pas penser comme ça? Il y a peut-être une réalité où je peux me dire, où je peux avoir cette lecture du monde-là. Donc là, ça va être sur le travail des croyances limitantes, par exemple. Il y a peut-être une réalité où, effectivement, ma colère, ma peur, ma joie, ma surjoie, ma surexcitation, ma peur, je sais pas si j'ai déjà dit ma peur, enfin bref, mon émotion peut être un petit peu sécurisée, peut être un petit peu rassurée par tel ou tel truc, par telle sensation. Est-ce qu'il y a une solution auquel j'avais pas pensé, qui là s'envisage après avoir écrit? Une solution concrète de qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, ou dans les jours à venir, ou dans les années à venir, ça va dépendre de ce que t'as envie de travailler dans ta session d'écriture. C'est ça qui fait la différence entre une session d'écriture qui est juste une décharge, ou une session d'écriture où tu contiens ton émotion. Là on va retrouver le côté, si l'esthétique prend beaucoup de place, en fait tu vas contenir en essayant de te faire croire que tu vis des trucs que cool, si t'écris que des trucs positifs, ou que c'est joli quand même si t'écris des trucs horribles et tu fais une super mise en page. Bon, en soi c'est possible, hein, mais voilà, faire la distinction entre pourquoi j'écris, est-ce que j'écris pour que ce soit joli, ou est-ce que j'écris pour taffer sur moi. Et des fois les deux sont pas toujours compatibles. Alors après j'ai envie de te donner des petits conseils pour justement t'aider à essayer de faire ce lien entre ok, j'ai peut-être l'habitude d'écrire comme en fait une décharge, je comprends en écoutant le podcast peut-être que c'est plus une décharge que je fais. Comment je fais pour le passer sur une pratique un peu plus élaborative, un peu plus réparatrice, même si des fois la réparation va pas aller à 100%, mais il y a des petits bouts de réparation qui se baladent dans l'écriture. Ce que j'ai envie de te conseiller, c'est d'écrire des trucs obvious, vraiment genre évident. Donc en psychologie, en psychothérapie, on appelle ça des interventions phénoménologiques. Ça veut dire, on va décrire ce qu'on voit, donc chez le patient, si c'est en thérapie, mais du coup, là, si c'est toi qui écris sur toi-même, tu vas décrire ce que tu sens en toi, ce que tu te dis. Alors, si tu ne sais pas par où commencer une session d'écriture, mais que tu sais que tu as envie de bosser, tu peux commencer par j'ai envoyé un mail à machin chose, je suis content d'avoir, ou je suis pas content, d'avoir fait telle tâche aujourd'hui, ou voilà. Alors c'est pas vraiment du phénoménologique là, parce que c'est pas la définition pure, mais on va dire que tu décris. On s'en fout, personne va relire, même toi tu vas pas le relire, donc on s'en fiche. T'écris des trucs qui te permettent de te mettre en jambe. Après, tu peux aussi décrire, donc là on se rapproche un peu plus du phénoménologique. Je me sens encore énervée, je me sens triste, je me sens déprimée, mais je sais pas pourquoi. Tout ça tu l'écris, tu te le dis pas juste, tu l'écris. Tu peux aussi écrire, ça c'est un truc que je fais mais tellement souvent, peut-être quasiment à chaque fois. Bon, ce serait peut-être marseillais de dire ça, mais très souvent je le fais. C'est, par exemple, je prends l'exemple, je me sens déprimée. Je pourrais faire le même exemple avec je me sens énervée, hein, peu importe l'émotion. Donc je me sens déprimée, mettons. J'écris ça, je pourrais écrire ça, parce que là en ce moment je me sens pas déprimée, hein, mais je pourrais écrire ça. Donc je me sens déprimée. Et si je vois que je tourne en rond, que j'arrive pas à tirer des fils, que j'arrive pas à savoir pourquoi je me sens déprimée, qu'il y a pas l'air d'avoir vraiment de réel contexte, on va dire, j'écris les questions. Pourquoi je me sens si déprimée? Pourquoi je suis autant en colère si c'est de la colère? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là en fin de compte? J'écris la question avec le point d'interrogation et tout, hein. Je vais jusqu'au bout. Et ça permet au processus de régulation émotionnelle d'amorcer une autre étape
en douceur, qui fait partie des étapes de régulation émotionnelle, c'est de laisser du temps à ton cerveau pour passer de la phase pure émotion, donc au ressenti, à on associe l'émotion avec des pensées un petit peu plus complexes. Donc l'étape de reconnaissance, d'élaboration, on va commencer à élaborer. Donc il y a sensation, reconnaissance, élaboration en gros quoi, dans les premières étapes. Et ça, quand on prend le temps d'écrire les questions, ce que je disais un peu plus tôt dans le podcast, c'est que ça permet de ralentir la pensée, donc de laisser aussi du temps à ton cerveau pour processer la question, pour chercher intuitivement aussi une réponse. Et j'écris, donc je me réponds en fait, je fais un espèce de dialogue chelou dans mon carnet, donc j'écris les questions et je réponds à mes propres questions, même quand je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Donc je peux répondre, alors si c'est des questions fermées, je peux répondre oui, non, je sais pas. Si c'est des questions ouvertes comme pourquoi je me sens si déprimée, je vais pas répondre oui, ça n'a aucun sens, mais je vais répondre peut-être parce que nanana. Et je peux même écrire après avoir fait mon hypothèse, là, donc j'écris mon hypothèse, même si elle est toute pétée au sol, on s'en fout. C'est clairement probablement pas des trucs que je dirais en séance, en thérapie aux patients, parce que je sais que c'est éclaté. Donc, mais je l'écris là, dans mon carnet, je l'écris. Et après avoir écrit ça, je peux très bien écrire. En même temps, ça me paraît tiré par les cheveux, ou je suis vraiment pas sûre. Ouais, j'écris vraiment comme si quelqu'un pouvait traduire, retranscrire toutes mes pensées. C'est pour ça que je peux écrire 6 pages. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pour ça que c'est aussi important de vous donner le droit de ne pas relire. C'est méga chiant, Enfin, moi, je trouve ça méga chiant de relire ce que j'écris quand c'est ça, quoi. Ok, j'ai envoyé par la poste, des documents administratifs. Mais qu'est-ce que je me bats les couilles de relire ça? Ça n'a aucun intérêt. Donc je relis pas ça. Pareil, de relire pourquoi je me sens si déprimée. Ça m'apporte rien de relire ça. Donc donnez-vous le droit d'écrire pour ne pas relire, mais vraiment d'écrire. En fait, c'est écrire votre processus, quoi. Après, je vais juste le nommer là, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, que je sache que ça intéresse des gens, et que je le mette dans ma petite liste d'idées de podcast à réaliser, parce que j'utilise aussi de temps en temps, pas tout le temps, je le faisais beaucoup à une période, surtout quand j'apprenais l'outil, mais je le fais moins aujourd'hui, parce que j'en ai moins l'envie, des fois j'ai pas le temps, enfin bon. Mais de temps en temps, j'utilise encore des supports, donc ça peut être des cartes de tarot, ça peut être des cartes d'oracle que je tire. Parfois j'ai une question, parfois j'ai pas de question précise formulée. Enfin, en fait, si j'ai toujours une intention, mais c'est pas toujours une question sur un sujet précis, quoi. C'est ça que je veux dire. Et je peux utiliser ces cartes-là comme support d'écriture. Donc c'est une pratique que je peux inclure dans ma pratique d'écriture. Du coup, je l'utilise d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je dis que ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier, sachant que ce podcast est déjà assez long. Donc, je vais pas en parler là, mais je voulais le mentionner parce que ça peut aider parfois la pratique d'écriture quand on sait pas trop comment s'y prendre, un peu le syndrome de la page blanche, entre guillemets. Ça peut être aussi un tremplin, un support sur lequel on s'appuie pour justement tirer comme ça notre pratique d'écriture. Mais là aussi, ça peut être piégeant dans le sens où on peut se retrouver à faire uniquement un genre d'interprétation de la carte. D'autant plus si on utilise ce genre de support comme un peu divinatoire, du coup ça referme plus le travail sur soi que ça ne l'ouvre. Donc là on va pas parler de décharge ou de contention, on va être plus dans l'intellectualisation en fait. On va avoir une pratique d'intellectualisation, voire de rationalisation. Ce qui peut être intéressant de temps en temps, et je l'ai fait, et ça m'arrive de le faire aussi de temps en temps, mais je le considère pas, quand je fais ça, je considère pas que je suis en train de travailler sur moi. Je suis en train d'explorer, que ce soit ma spiritualité, que ce soit je m'amuse avec les cartes à ce moment-là, j'entraîne mon esprit d'analyse, voilà. Après je peux tirer des liens un petit peu, certes, mais ça va pas être le même impact que quand je prends vraiment une session d'écriture au service de mon travail perso sur moi. Voilà, donc je te laisse là-dessus, tu me dis si ça t'intéresse, éventuellement un podcast là-dessus, comment utiliser les supports tarot, oracle dans notre pratique d'écriture, sachant que c'est aussi ce que je propose finalement dans chaque méditation tarologique qui sont disponibles sur le site Psycréate, que je suis en train de finir là, les méditations tarologiques sur les arcanes majeures uniquement, et pour chaque
carte de tarot, donc pour chaque arcane majeur, là, il y a une méditation d'une 20aine de minutes. Et puis tu peux aussi télécharger en PDF le journal, enfin ce que j'ai appelé le journal de traversée. Donc en fait c'est un document où tu vas pouvoir utiliser l'écriture pour poursuivre toute l'exploration que tu auras fait pendant les 20 minutes de pratique méditative. En soi, la plupart, tu peux utiliser directement le journal de traversée si t'as pas envie d'être dans le mood méditation, de te poser 20 minutes pour méditer. Sachant qu'en fait, les méditations tarologiques, c'est pas de la méditation où je vais te demander pendant 20 minutes d'être dans une méditation contemplative du vide, par exemple. Donc c'est vraiment ouvert même aux débutants, aux gens qui n'ont jamais médité. Parce que c'est plus de la méditation guidée, genre on utilise la visualisation aussi dedans à certains moments, pas tout le temps, mais quasiment, enfin pour chaque carte, on utilise un peu de méditation à certains moments, et c'est vraiment un travail d'exploration de soi et de travail sur soi. On ne fait pas que explorer, hein, je précise. On explore, et après on utilise ce qu'on explore. Et le journal de traversée reprend en fait toutes ces explorations et te permet de coucher sur papier ce que tu as exploré, et tu peux récupérer aussi les questions, les points du journal de traversée. Même si tu n'écris pas sur le journal de traversée, tu peux le récupérer pour te lancer justement dans un travail d'écriture dans tes propres carnets ou dans tes propres fichiers ordi si tu veux. C'est vrai que j'ai pas trop précisé le côté ordi, mais moi j'y suis revenue, j'aimais bien le côté, tu sais, je me prenais un peu genre pour la meuf qui écrit sur une machine à écrire. J'avais choisi un clavier qui faisait vachement de bruit, exprès pour ça. En vrai c'était sympa au début, je le faisais sur Notion, du coup je pouvais mettre des petites images et tout, c'était cool. Mais au-delà de l'aspect esthétique, je trouve que je perdais trop en fait en expérience sensorielle et en retour comme ça de tout ce que je t'ai partagé dans le podcast que tu peux pas retrouver ou très difficilement en numérique. Voilà, donc si tu veux poursuivre un peu tout ça avec ce que j'ai pu mentionner dans le podcast, eh bien tu peux retrouver le programme émotionnel sur le site psycreate.com, tu peux retrouver les méditations tarologiques. Là il y a que les arcanes majeures pour l'instant qui sont en pré-vente puisque j'ai pas encore terminé la production, l'enregistrement des méditations, etc. Il y en a déjà 9 disponibles, les autres suivront au fur et à mesure, donc il y a un tout petit prix de prévente, sachant que les méditations tarologiques, je les ai mis vraiment à un petit prix, parce que je voulais que ça reste hyper accessible. C'est des méditations que tu peux réutiliser, bien évidemment, plusieurs fois, parce que même si le guide va être un peu le même, eh bien à chaque fois tu vas explorer des choses différentes. C'est du vécu, hein, parce que je les teste et je les ai retestées, et en fait je les utilise régulièrement, celles qui sont déjà dispo, parce qu'elles sont, je trouve, très intéressantes pour aller explorer plein de choses. Voilou, sur ce, je te souhaite une bonne journée, ou soirée, selon quand tu vas écouter le podcast. Vraiment dis-moi en commentaire si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a permis d'avoir des repères, si t'a donné envie de reprendre un crayon ou de reprendre une pratique ou de t'organiser autrement, même si tu as déjà une pratique d'écriture. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis à la prochaine.